bienvenue à cette quatrième et dernière session qui sera organisée d'une façon un peu différente. Les trois premières, nous avions une présentation du point de vue de nos amis grecs, et là, nous allons bénéficier de la grande expérience, j'allais dire de la sagesse, et de notre ami Nikophoros Diamandouros, qui, entre autres qualités pour être avec nous aujourd'hui, a été ombudsman européen. C'est-à-dire que c'est vers lui que montaient, comme on dirait en français, toutes les doléances. Et il transmettait à son tour, après avoir fait le tri aux différentes instances, en veillant avec acharnement à ce qu'il y ait des réponses. Donc, ne vous fiez pas à son beau sourire. Donc, le thème général, c'est l'Union européenne en 2023, où est-ce qu'on en est? Et évidemment, regard croisé. Donc, Nikophoros va nous écouter, vous écouter et commenter. J'aime pas le mot réagir, hein, mais penser, commenter les différents aspects qui vont être traités. Chacun des quatre orateurs français ont accepté de présenter, si vous voulez, un point de vue très spécifique pour éviter, vous savez, cette vieille habitude française qui est que quand on énonce un beau concept, autonomie stratégique, souveraineté, le problème est déjà à moitié résolu. Nous ne sommes pas dans un salon au XVIIIe siècle autour de Madame de Staël. Nous essayons de voir où on en est sur différents sujets très concrets, d'une façon générale, et j'ai demandé à chacun de conclure sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble entre la Grèce et la France. À chaque fois, une perspective, si vous voulez, concrète, comme ça a déjà été présenté d'ailleurs dans les tables rondes précédentes. Vous avez chacun 10 minutes, et donc je poserai une question à chacun. Donc je commence avec Gilles Gressani. Je me réjouis de sa présence pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il fait comprendre mon propre âge, hein, c'est les nouvelles générations, et il faut que les colloques ne soient pas seulement emplis de gens aux cheveux blancs. L'innovation, c'est aussi les nouvelles générations. Gilles, géographe de l'École normale supérieure, mais surtout animateur avec une petite équipe d'une revue en ligne qui s'appelle Les Rafales français nous protègent. Amiral, merci. Ils sont 2, 3. Ça va. Et les bateaux ne sont pas loin. Gilles apporte un renouvellement complet de la réflexion avec cette revue en ligne qui s'intitule Le Grand Continent, que je vous invite à lire et à soutenir, avec des versions d'ailleurs dans d'autres langues que le français, l'italien, l'espagnol, pourquoi pas un jour des numéros thématiques en langue grecque, mais pas en anglais. On est toujours dans l'esprit de la francophonie et de l'Europe du Sud. Et donc, récemment, une conversation entre Gilles et Pascal Lamy, ancien commissaire européen, OMC, un peu déçu évidemment de l'état du monde. Et la question qui se pose, c'est l'Union européenne aujourd'hui, en 2000, est-elle toujours pertinente? C'est une question un peu iconoclaste, pour employer un mot de l'orthodoxie, n'est-ce pas, que j'ai envie de reposer à Gilles, en sachant qu'on a l'impression depuis 3 ans, la pandémie, la guerre en Ukraine, nos réponses, que la formule de Jean Monnet, l'Union européenne n'est que la somme des réponses qu'elle apporte aux crises qu'elle affronte. On a l'impression qu'elle sort renforcée, et puis en même temps, il y a des points de faiblesse et de dépendance. Donc, Gilles, une question, l'Union européenne, aujourd'hui, en 2023, est-elle toujours pertinente? Merci beaucoup pour cette question très simple et qui me situe tout de suite dans une situation vraiment très agréable. Merci pour cette invitation d'abord. Pour essayer de répondre à cette question qui évidemment est très complexe et qui n'a pas une réponse claire, je pense qu'il faut partir de 3 représentations géopolitiques. En fait, la géopolitique, ce n'est pas que des cartes et des pipelines, c'est aussi des représentations. Et je pense que si on regarde 3 représentations assez concrètes aujourd'hui, on peut essayer d'avancer, essayer de peut-être fournir... Il ne faut pas parler trop vite à cause de la traduction. Des pistes de réponse
à cette question complexe. La première représentation, je pense, elle peut nous venir d'une histoire racontée par un écrivain américain, David Foster Wallace, qui raconte l'histoire de deux poissons qui nagent comme ça dans l'eau et rencontrent un troisième poisson. Et ce troisième poisson leur dit « Salut les garçons, comment elle est l'eau aujourd'hui ?» Quelques instants plus tard, un des poissons se tourne vers l'autre et lui demande « Qu'est-ce que l'eau ?» Et je pense que cette question répond assez efficacement aux problèmes que nous avons en 2023 vis-à-vis de la paix et de la guerre. En fait, nous avons nagé, et parfois on pourrait presque le dire d'une façon un peu distraite, dans la paix. Et au fond, qu'est-ce que la guerre pour nous qui n'avons connu qu'une forme très étonnante de paix ? Et je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une question qui finit par structurer le problème qu'on se pose aujourd'hui, à savoir la pertinence de l'Union, parce que, au fond, l'Union était configurée par un système de représentation qu'on pourrait décrire par trois axes. Le premier, c'est qu'il y a des consommateurs. Le deuxième, c'est qu'il y a des flux et des échanges. Et le troisième, c'est que pour mettre ensemble ces deux éléments, il faut un monde qui devient de plus en plus plat, de plus en plus horizontal. Et là, nous sommes dans cette eau-là, nous sommes dans la paix. Et il se trouve qu'à l'espace de quelques années, je dirais peut-être à partir de la crise économique, mais en réalité avec une accélération de plus en plus forte avec le Covid et évidemment avec la crise déclenchée par l'invasion par la Russie poutinienne de l'Ukraine, ces trois représentations ont été totalement subverties. Là où il y avait des consommateurs, aujourd'hui nous avons des citoyens armés. Là où on avait des échanges et des flux, nous avons le problème de stock à remplir et de risque de carence critique. Et là où on pensait qu'au fond, avec le balancement entre ces deux éléments, on finissait par créer un monde de plat, en réalité, on a un monde de plus en plus fragmenté, de plus en plus brutal, de plus en plus cassé. Et c'est là, je crois qu'effectivement, la question se pose, parce qu'il faut dire, l'Union n'était pas faite pour répondre à cette deuxième configuration-là. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège qui, à mon avis, est très inquiétant et qu'on voit aujourd'hui émerger dans certaines sphères européennes, de penser que nous avions un système parfait et que le monde était imparfait et que maintenant il faut apprendre de ce monde imparfait l'imperfection. Si nous avons vécu dans la paix, c'est sans doute parce que nous avons oublié ce que faisait la brutalité et la difficulté de l'histoire. Nous n'étions pas un jardin parfait entouré par une jungle inquiétante. Nous étions quelque chose qui peut-être était un contretemps, un contresens. Et là-dessus, il y a un point qui, à mon avis, est absolument essentiel, c'est de ne pas concevoir les crises mondes qui, depuis la crise économique à la crise ukrainienne, nous bouleversent, comme des crises uniquement exogènes. Ce n'est pas le monde qui vient de l'extérieur, c'est aussi, et nous sommes partie de ces transformations, nous sommes un acteur de ces transformations. Et donc là, il y a un point, à mon avis, absolument essentiel. Pour essayer de répondre à cette question de la pertinence de l'Union, il faut que l'Union comprenne, d'une manière autocritique, des erreurs qu'elle a pu commettre et aussi du redéploiement qu'elle doit mettre en place. Et pourquoi cela est important ? Parce que c'est le deuxième point, la deuxième grande représentation que je pense qu'il faut mettre au cœur de notre réflexion, c'est celle de comment définir, comment parler de la transformation qui est face à nous. Et c'est là, au fond, j'ai envie de prendre cette notion qui a été mise au cœur du Forum de Delft cette année, c'est l'idée du paradigm shift. Laissez-moi être pour un instant helléniste, parce que moi j'ai cette formation-là. La notion de paradigme est intéressante parce qu'elle, d'emblée, étymologiquement, désigne une question de représentation. Paradigme, c'est le fait d'être à même de désigner la même chose avec des acteurs différents. Chez Aristote, le paradigme, c'est par exemple la bataille des Thermopyles. Quand on le dit, l'Assemblée réunie, tout le monde sait de quoi on parle. Et quel est le problème que nous avons aujourd'hui ? C'est que nous sommes en train de sortir d'un système monde
configurée d'une certaine manière, qui fondamentalement partait de l'idée que la guerre froide avait été gagnée par l'Occident et que du coup on pouvait structurer la globalisation et le monde par ce narratif, eh bien ça aujourd'hui est clairement fortement déchiré, et nous sommes donc dans un contexte qu'on pourrait définir comme un contexte d'interrègne, d'entre-deux, de transformation. Et c'est là que je crois qu'il faut encore une fois comprendre qu'il y a un rôle moteur et actif à jouer là-dedans. C'est-à-dire, au fond, nous sommes dans un entre-deux qui est de plus en plus structuré autour de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, mais au fond, qui pose la question, et c'était aussi le centre de l'interrogation que Pascal Lamy posait dans cet entretien, si se décline et se décrit comme une rivalité structurelle entre la Chine et les États-Unis, l'Union européenne est-elle encore, dans ce cadre, utile, pertinente, et ne faut-il pas essayer de trouver d'autres manières pour coopérer avec le reste du monde. Et enfin, troisième point, troisième représentation que je voulais vous soumettre, et qui est liée au fond à cette question que Michel, tu m'as posée, en essayant d'être un peu plus concret. Au fond, depuis la guerre en Ukraine, au fond, nous voyons de plus en plus, et cela est normal, et je pense que c'est important de le souligner, une construction d'un imaginaire, d'une représentation géopolitique horizontale, de l'ouest à l'est. Eh bien, laissez-moi prendre une métaphore, une image qui essaye un peu peut-être dédramatiser ce problème-là. Au fond, c'est comme si on était un tennisman qui utilise seulement un bras. C'est un peu comme si Federer s'entraînait uniquement avec la main droite et laissait la main gauche tomber. Au fond, nous sommes en train de plus en plus de nous structurer sur l'axe horizontal. Nous concevons nos formats, nos interactions de plus en plus, et c'est normal, encore une fois, autour de la Russie et autour du coup du voisinage Est, mais on oublie la question fondamentale, c'est qu'il y a aussi un axe vertical, et là, effectivement, il y a une dimension grecque, une dimension française, une dimension évidemment méditerranéenne, qui doit être absolument prise en compte. Nous ne pourrons pas faire la transition géopolitique dans laquelle nous sommes engagés en refoulant l'axe vertical. Et cela pourrait aboutir, peut-être une proposition concrète, un des nouveaux formats lancés depuis l'année passée, la communauté politique européenne, au fond, se déploie sur cet axe horizontal et adresse des sujets, on peut penser à la migration, on peut penser à l'énergie, qui paraissent d'une façon assez contre-intuitive comme étant traités seulement sur cet axe-là. Je conçois et je comprends la difficulté d'imaginer que l'Europe et la communauté politique des Européens se fassent entre les deux rives de la Méditerranée. Le mot Europe, pour certaines représentations, sans doute pas la représentation grecque, n'est pas un mot méditerranéen. Donc, je comprends que ce soit difficile d'imaginer qu'on puisse impliquer comme membre des États du rive sud de la Méditerranée à la CPE. Par contre, si on conçoit la CPE comme un format de G20 territorialisé, dans lequel, au fond, on met autour de la table les parties prenantes, les acteurs, eh bien, il me semblerait normal d'envisager, comme on le fait dans le G20, d'inviter des observateurs occasionnels ou permanents pour des occasions de rencontres. On pourrait commencer, par exemple, avec la CPE qui aura lieu à Grenada au mois d'octobre. Pourquoi pas impliquer certains pays comme pays invités? Et peut-être ce serait ça une des choses que la France et la Grèce pourraient essayer de mettre sur la table pour jouer le rôle méditerranéen qui est le leur. Merci. Merci beaucoup, Gilles, à la fois sur le fond et d'avoir respecté l'horaire, mais surtout d'avoir répondu à la petite question facile posée avec des pistes de réflexion à approfondir sur la coopération franco-hellénique. Alors, je me tourne maintenant vers Hervé Lebras, qui est un ami de la Grèce. Je n'en dis pas plus. Et qui est surtout un grand démographe, je dirais notre grand démographe en France, très influent
qui ne redoute pas la polémique avec les partis d'extrême droite sur les questions démographiques politisées, comme par exemple la théorie du grand remplacement, qui devient une croyance millénariste. Mais je lui pose une question de départ, qui n'est pas celle du Nord-Sud pour commencer, qui est une remarque que tu m'avais faite au téléphone récemment, sur qu'au fond, la Grèce et la France, malgré des nombres différents, ont des problématiques démographiques comparables. C'est une thèse un peu paradoxale que je vais te demander d'expliquer, en sachant que, de même que l'économie n'épuise pas tout le sujet au forum et dans la vie réelle, la géopolitique, les questions religieuses, les cultures sont des compléments nécessaires, mais bien entendu la démographie, qui n'est pas une science exacte, comme tu le dis toujours, mais qui est quand même une science. Et toi, tu es polytechnicien, tu sais ce que les chiffres signifient, tu sais également comment on peut les manipuler. Donc, question, la France, la Grèce, la France, quelle structure démographique comparable, quel défi comparable? Merci Michel, et puis merci aussi Georges pour cette invitation, qui effectivement, comme tu l'as dit, ce matin, on a dit, mais au fond, ce forum est économique dans son nom, mais il est aussi politique, et là, il va être un petit peu démographique. Donc, c'est pour ça que je vais développer la question que tu m'as posée. Je vais commencer par une remarque positive, parce que peut-être le reste le sera un tout petit peu moins. Si on regarde un paramètre démographique qui est quand même très important, qui est un des 3 éléments de l'indice de développement humain, qui est l'espérance de vie, l'Union européenne est quand même extrêmement performante, puisque pour l'année 2021, les derniers bons chiffres connus à l'échelle mondiale, on a en Europe 5 ans d'espérance de vie de plus qu'aux États-Unis. Et on a, attendez le chiffre, pour les hommes, en 2021, on a 15 ans de plus d'espérance de vie que les Russes. C'est un point sur lequel on a assez peu insisté, mais l'état de la démographie en Russie est absolument calamiteux. Alors, bien sûr, le Covid y a joué un petit rôle, mais même avant, la différence était très importante. Donc voilà pour l'aspect positif de l'Europe, et particulièrement la Grèce et la France, en Europe, ont parmi les plus hautes espérances de vie. Maintenant, je vais aborder sur 2 autres paramètres démographiques qui sont la question de la migration et puis la question de la fécondité, et surtout pour montrer que de plus en plus ces 2 questions en Europe et en Grèce et en France, et pas simplement dans ces 2 pays, sont liées. Alors, je vais d'abord les prendre séparément, puis montrer la relation. La fécondité. Pendant longtemps, les Français étaient contents de leur fécondité, puisque c'était la plus forte fécondité d'Europe. Donc, ça leur faisait plaisir, parce que pendant 1 siècle et demi, c'était la plus faible de l'Europe. Donc, c'était une remontée. Maintenant, les choses commencent à se gâter. La France est encore à un niveau assez élevé, 1,8 enfants par femme, mais c'est en baisse lente. Le Covid n'a rien à voir avec cela. 2009, les subprimes n'ont rien à voir. Il y a une tendance à rejoindre un niveau européen qui est à 1,5 enfants par femme. Et en Grèce, vous savez qu'on est dans les plus bas chiffres de l'Europe. D'ailleurs, c'est plus général, c'est l'Europe du Sud. On est un tout petit peu au-dessus de 1,3 enfants par femme. C'est la même chose en Italie, la même chose en Espagne et tout petit peu moins au Portugal. Donc, il y a un phénomène méditerranéen qui dépasse le cas de la Grèce, qui est sans doute lié à aussi des questions de structure familiale plus anciennes. En même temps, il faut savoir qu'on n'est pas les plus bas au monde. Il y a un autre phénomène assez étrange, c'est l'Extrême-Orient. Vous savez qu'en Chine, malgré la suppression de la politique de l'enfant unique, les Chinois, l'année dernière, sont à 1,16 enfants par femme. Les Coréens sont à 0,88 enfants par femme. On n'a jamais vu des chiffres de ce genre-là.
Alors on dira, c'est le régime chinois, c'est l'histoire de l'enfant unique. Non, vous allez à Taïwan, vous êtes à 1,2 enfants par femme, donc c'est à peu près la même chose. Le Japon est faible aussi. Donc il y a des entités, au fond, géographiques assez larges de ce point de vue-là, du point de vue démographique, qui dépassent les frontières et qui laissent penser que les mentalités, souvent des mentalités très anciennes, sont encore à l'œuvre. Donc ça veut dire aussi que pour l'Europe, il faut se faire à l'idée qu'on va être autour de la moyenne, c'est à peu près 1,5 enfants par femme. Il y a peu de chances qu'on en sorte, il y a de grands espoirs souvent dans la politique familiale. Ils sont presque toujours déçus. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les politiques familiales, même assez importantes, ont peu d'effet. Le cas le plus flagrant actuellement, c'est celui de l'Allemagne, où l'Allemagne, depuis le gouvernement Schröder, depuis une vingtaine d'années, a instauré une politique familiale qui est devenue aussi importante qu'en France, et l'indice allemand est remonté. Alors, c'est des chiffres qui font un peu sourire, de 0,1 enfants par femme, parce qu'on se demande ce que signifie 0,1. Mais ça veut surtout dire que c'est des chiffres qui sont faibles. Ça n'empêche pas, par exemple, d'un gouvernement comme celui de Hongrie, de Orban, de croire qu'il va avoir un effet. Il peut y avoir des effets temporaires, on l'a montré, mais c'est très rare que les effets soient de long terme. Donc il faut s'habituer à cette idée. Voilà pour... Alors, de l'autre côté, la question des migrations, parce que de plus en plus, l'idée est que si on ne parvient pas à remonter la natalité, on va faire appel à la migration. Tout ça dans l'idée qu'il faut maintenir la population à peu près à son niveau, l'empêcher de décroître. Après tout, ce n'est pas non plus quelque chose de nécessaire qu'une population croisse ou décroisse. On a toutes les tentatives de montrer qu'il y avait des relations entre la croissance démographique et la croissance économique ont échoué dans le cours des 20 dernières années. Mais il y a une chose en plus sur la migration, c'est des questions notamment de compétences de la main-d'œuvre qui sont à l'œuvre. Et sur la migration, très souvent, quand on parle de migration, c'est l'idée de la pression du Sud sur l'Europe. On pense à l'immigration. Et on oublie qu'actuellement, et c'est le cas pour la France comme pour la Grèce, peut-être le problème le plus important, c'est les migrations, c'est le départ des nationaux. Quand on prend le cas de la Grèce, j'ai regardé les chiffres, c'est plus difficile à estimer parce qu'on n'a pas forcément, on compte les gens qui arrivent, mais les gens qui partent, ils partent sans demander à être comptés, donc il faut travailler avec les chiffres pour avoir des estimations. Pour la Grèce, on arrive pour l'année 2021 à 35 000 départs de Grecs, et surtout pendant la crise de l'euro, on est monté jusqu'à 45 000. Alors, ce chiffre-là ne dit pas grand-chose. Il faut le rapporter à une génération 25 ans avant, ou disons entre 20 et 30 ans avant, qui sont à peu près l'âge des migrants. Une génération grecque, il y a 20 ou 30 ans, c'était 110 000 naissances. Donc, 35 000 sur 110 000, ça veut dire que c'est pratiquement 30% d'une génération. C'est absolument énorme si vous réfléchissez à ce chiffre. Alors vous me direz, la France n'est peut-être pas dans ce cas-là. Pas du tout. Quand vous regardez les chiffres en France, on a des estimations par l'Institut de statistique. Au cours des 10 dernières années, c'est un peu, disons, en moyenne, on a un départ de Français annuellement de 120 000 personnes par an. C'est un chiffre, on donne toujours le chiffre d'arrivée des étrangers qui font peur à la plupart au fond des partis politiques de centre de droite, mais il y a ces départs de Français, 120 000, les générations de naissance des gens d'il y a 20 ou 30 ans, c'est à peu près 800 000, donc ça fait 15%. Alors vous me direz, bon, après tout, c'est logique, on est dans un monde globalisé. Mais ce qu'on oublie
et c'est dans les calculs économiques de l'immigration et de l'émigration, on l'oublie souvent, c'est qu'on a formé ces gens-là. Donc c'est de l'argent qui part en même temps, c'est tout l'argent qu'on a mis dans l'éducation, parce que ce ne sont pas non plus les plus pauvres qui partent, c'est souvent ceux qui sont au fond qui ont eu le plus haut niveau enfin pas le plus haut, mais qui ont eu un bon niveau d'éducation. Alors, on dirait, bon, ben, après tout, si l'économie peut fonctionner sans eux, ou peut fonctionner de manière à même réduire le chômage, bon, ben, oublions-le, mais ce n'est pas le cas. Depuis maintenant quelques années, en Grèce comme en France, il y a un manque de plus en plus important de métiers spécialisés, de métiers de technique. Disons, c'est le segment moyen de la technique qui va des techniciens jusqu'aux ingénieurs de niveau moyen qui manque de plus en plus et qui manque pour tout ce qui serait réindustrialisation aussi bien de la Grèce que de la France. Donc, le problème est posé, c'est comment faire, et la seule au fond, façon dans les 15 ou 20 prochaines années de faire, c'est d'accepter une immigration assez forte et qualifiée. Et ça, c'est très difficile à faire admettre par les opinions grecques, mais aussi françaises. La loi sur l'immigration qui devait être passée en France dans les mois qui viennent a été repoussée à chaque fois, repoussée d'abord par le président Macron et repoussée hier par la première ministre, de peur d'avoir une opposition trop forte. Et il est clair, je travaille avec le bureau de l'investissement, le BPI en France, il est clair qu'il n'y aura pas réindustrialisation s'il n'y a pas appel à cette main-d'œuvre. Alors, est-ce qu'on peut trouver une telle main-d'œuvre? Oui, elle existe. Dans de nombreux pays du Sud ont maintenant des formations tout à fait remarquables. Et le développement de l'éducation a été énorme. Je vais donner juste 2 chiffres qui sont ceux du Maroc. Dans les annuaires de l'UNESCO, en 1970, il y avait 15 000 étudiants au Maroc. Il y a 2 ans, il y avait 920 000 étudiants au Maroc. Et beaucoup de ces étudiants au Maroc trouvent difficilement du travail sur place. Le taux de chômage des diplômés au Maroc est plus élevé que le taux de chômage des non-diplômés. Donc là, il y a... Alors, très souvent, on a dit c'est le brain drain, on va priver ces pays. Non, on ne les prive pas parce qu'ensuite, une fois qu'ils sont immigrés, les rapports restent entre les deux pays et soudent des liens entre ces pays. Donc, puisque je vois que mon temps est presque terminé, la recommandation que tu nous faisais de faire, Michel, ça serait de repenser cette question de l'immigration dans les termes que je viens d'indiquer et pas simplement d'être victime des opinions populistes qui voient justement toujours la migration avec des yeux anciens, avec des yeux comme si la migration était celle qui était observée dans les années 1970 ou jusqu'à 1990 en Europe, qui était une immigration de main-d'œuvre non qualifiée. Là, c'est plus du tout la même migration qui est en train de se produire. Et juste un mot pour finir, puisqu'en dehors de la Grèce et de la France, il y a d'autres pays en Europe. Il y en a un, l'Allemagne, qui a compris ce point de vue et qui, depuis maintenant, depuis la chute du mur, a accepté une forte immigration. D'abord, une très forte immigration de ce qu'on appelait des Allemands ethniques qui venaient des anciens pays de l'Est. Et puis, vous l'avez vu récemment aussi, une immigration du Sud qui est assez largement qualifiée. Les Syriens qui arrivent en Allemagne sont des Syriens assez largement qualifiés. Il faut qu'ils apprennent l'allemand, ce que font les Allemands. Et du coup, l'Allemagne a une tension moins grande sur son marché du travail et même sa population augmente, bien que depuis plus de 30 ans, sa fécondité soit faible, qui est entre 1,4 et 1,5, et sa population augmente. Elle est passée au cours des dernières années de 81 à 83 millions d'habitants. Donc on a même en Europe un modèle, au fond, sur lequel réfléchir. Merci pour cette... Merci Hervé de nous sortir des stéréotypes et des morceaux choisis et de présenter une vision plus large. Et on voit bien d'ailleurs que ce dialogue gréco-français,
en termes de méthodologie intellectuelle, ça nous amène à ce que les politistes appellent la comparaison. Les comparaisons, c'est une démarche très féconde. Et puis je pense que Joseph Maïla était très content de ce que tu as dit sur le Maroc, parce que Joseph est l'un de ces acteurs du développement de l'enseignement supérieur au Maroc, avec un grand succès. Et ça n'a pas affaibli le pays. C'est d'ailleurs la grande différence entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc a fait depuis longtemps le choix de l'enseignement supérieur, alors que le voisin algérien n'a pas fait ce choix pour des raisons politiques évidentes. Et ce que tu dis sur le brain drain est très intéressant aussi. Voilà. Donc, sortir des sentiers battus, mais justement par la comparaison, et ça me donne une transition vers donc, Laurent Cohen-Tanuji, que je remercie d'être présent. Alors, il est avocat, donc qu'est-ce qu'il vient faire ici? En plus, il est au barreau de Paris et de New York, c'est encore pire. L'autonomie stratégique, juridique, que devient-elle? Il a des visions assez nuancées sur l'extraterritorialité américaine, et nous, on est complètement contre. Il vient de sortir un livre sur la géopolitique du droit, qui est en vente dans les jours qui viennent, je crois. Mais surtout, Laurent ne fait pas que plaider à Paris et à New York, il prend le temps de la réflexion. J'ai compté une quinzaine d'ouvrages sur différents sujets, quelques rapports officiels également pour nos gouvernements sur la France et la mondialisation. Donc, Laurent, une question, hein, c'est la même, plus ou moins la même que celle de Gilles, c'est état des lieux en 2023, mais surtout scénario européen. Où va-t-on? Quelles sont les options? Un peu comme l'amiral Hausseur, ami, ennemi, quelles sont les options? Cassandre. Merci Michel, merci également à Georges pour cette invitation et pour cette initiative surtout. Et une question difficile, donc un discours sur l'état de l'Union en 10 minutes, je vais essayer de relever le défi. Alors moi je suis frappé, j'ai assisté à beaucoup de panels très intéressants de ce forum, et j'ai été frappé par le contraste entre la vision quand même assez positive de l'état de l'Union européenne qui se dégage de ce forum, et une vision beaucoup plus contrastée, voire négative, qui prévaut en France, y compris, et je dirais presque notamment, dans les milieux les plus européens, dont je fais partie. Alors, la vision positive, met en avant la résilience de l'Union européenne face aux crises que nous avons connues au cours des 10 dernières années, la crise financière, d'une part, la Grèce est bien placée pour le savoir, la pandémie, et puis aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Et donc, on peut mettre en avant l'éveil géopolitique de l'Union, son unité face à la Russie, les sanctions, la réduction de la dépendance au gaz russe, le soutien financier et militaire à l'Ukraine, l'évolution rapide de l'Allemagne en matière de sécurité et de défense. Donc ça fait quand même toute une série de développements extrêmement positifs. Alors, par contraste, une vision plus négative qu'on entend beaucoup à Paris dans les milieux européens et qui, là, met l'accent plutôt sur qui dit quelque chose comme que l'investissement militaire, le réinvestissement militaire américain en Europe à l'occasion de la guerre en Ukraine sonne le glas de l'autonomie stratégique européenne, et confirme la dépendance militaire de l'Europe à l'égard des États-Unis, déplore également le risque d'insignifiance de l'Europe dans la confrontation sino-américaine, le basculement du centre de gravité de l'Union vers l'Est, avec la montée en puissance stratégique de la Pologne, la pente irréversible vers l'élargissement, voilà, toute une série de choses qui feraient que l'Union, finalement, sonnerait une espèce de victoire de la vision britannique de l'Europe, même sans les Anglais en quelque sorte, d'une grande Europe vassale des États-Unis. Bon. Moi, comme vous l'avez sans doute compris, je ne souscris pas à cette vision négative. D'une part, parce que je ne vois pas d'opposition, je n'ai jamais vu d'opposition entre une Europe stratégiquement autonome et une alliance atlantique forte. Et je constate quand même, je note la contradiction des Européens qui
se sont plaints du pivot vers l'Asie d'Obama, qui se sont plaints à juste titre de la politique de Trump, qui d'ailleurs agite le retour de Trump comme un épouvantail, et qui aujourd'hui, avec une administration américaine la plus européenne qu'on puisse rêver, déplore à nouveau que ça sonne le glas de l'autonomie stratégique européenne. Donc ça, je n'achète pas. Et d'autre part, je ne souscris pas à cette vision parce que, comme disait Gilles, l'Europe ne peut pas ignorer le cours de l'histoire, ne peut pas, sauf à risquer d'en sortir elle-même, ne peut pas ignorer l'évolution des réalités géopolitiques. Alors, tout ça ne signifie pas que l'Europe ne soit pas confrontée à des défis majeurs dans les années à venir. D'une part, l'Europe est toujours en fonction de l'état de ses États membres, et donc il y a quand même une situation politique, économique difficile dans un certain nombre d'États membres, dont la France, dont l'Allemagne. Et je note au passage les dissensions franco-allemandes sur l'énergie, par exemple, qui sont préoccupantes et qui doivent être résolues. Deuxième défi, c'est la vision quand même très nationaliste de la construction européenne et très illibérale de la démocratie qui prévaut dans certains États. Donc, je pense notamment évidemment à la Pologne et la Hongrie, dans un monde qui est lui-même qui se brutalise. Et tout ça est préoccupant pour l'avenir de l'Europe, puisqu'il y a une contestation interne, et puis un défi sans doute à l'ADN européen. Donc là aussi, je fais écho aux propos de Gilles, et c'est effectivement un défi. Troisième défi, sur le plan plus économique, c'est le fossé croissant sur le plan économique, technologique, démographique, entre l'Europe et les États-Unis. C'est aussi un problème. Et peut-être le quatrième défi, c'est la nécessité d'accompagner les futurs élargissements, donc qui sont, et je ne parle pas seulement de l'Ukraine, mais enfin les élargissements qui sont déjà sur les rails, il y en aura sans doute d'autres, d'un approfondissement, c'est-à-dire d'un renforcement institutionnel de l'Union européenne, renforcement institutionnel qui n'avait pas eu lieu véritablement en 2004. Ça a été le premier élargissement qui n'avait pas été accompagné d'un approfondissement, et je pense qu'on en a payé les conséquences, mais là on voit bien qu'on ne peut pas passer de 27 à plus d'une trentaine dans l'état actuel des institutions et des mécanismes de décision. Donc quand même toute une série de défis. Alors peut-être pour conclure, comment la coopération franco-grecque pourrait-elle aider à relever ces défis? Moi je vois deux domaines majeurs qui sont d'une part la sécurité et la défense. On a parlé donc des tensions en Méditerranée, et je pense que là-dessus, au-delà de l'accord de défense de 2021, il y a un domaine dans lequel il pourrait y avoir une coopération, et je dirais au-delà d'une coopération bilatérale, je pense sur le plan idéologique, peut-être que la Grèce pourrait aider la France à sortir de ce qu'on appelle de l'eurogaullisme, c'est-à-dire de penser la complémentarité et non pas la contradiction entre une Europe forte en matière de sécurité et de défense et une alliance atlantique forte. Deuxième domaine, je crois que c'est ce que j'évoquais il y a un instant, la dialectique élargissement-approfondissement. Il est clair que la Grèce est beaucoup plus allante que n'est la France traditionnellement pour un élargissement vers l'Est et le Sud-Est. Là aussi, je pense qu'il faut agir de concert pour que cet élargissement soit, je ne dis pas suivi parce que ce n'est pas possible, il faut qu'il soit accompagné, simultané, d'une réforme profonde des institutions et de la gouvernance européenne pour accroître son efficacité. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci Laurent. Alors, élargissement, approfondissement, je me souviens d'une réunion de sécurité à Belgrade, le jour où le président de la République française a bloqué la Macédoine du Nord en disant qu'il fallait d'abord réorganiser le système de décision à la Commission. J'ai senti les missiles diplomatiques passer. Quant à sortir de l'eurogaullisme, je crois que De Gaulle te dirait « vaste programme ». Par contre, le sujet suivant va peut-être vous surprendre, mais il a été proposé par Helena Dalli. Alors, Helena Dalli, vous pouvez
en consultant, c'est ce que je faisais, rassurez-vous, je ne suis pas en train de faire mon courrier pour mes petits-enfants. Dans l'application du forum de Delphes, il y a une rubrique Speakers, en français les orateurs, les oratrices, avec des biographies extrêmement détaillées. Donc ça me permet de ne pas donner les détails, mais Elena est donc avocate américaine, avec une grande expérience transatlantique au carrefour du droit, que vous avez étudié à Berkeley et aussi à Moscou, de l'économie des affaires et d'une finance innovative. Et l'une des raisons de sa présence, c'est que Elena est spécialiste des questions de réaménagement de la dette souveraine, et donc s'est occupée de la Grèce pendant la crise de l'euro, quand elle était chez Nomura. Le sujet sur lequel nous sommes tombés d'accord, mais c'était votre proposition, c'est un sujet à la fois géopolitique, mais aussi juridique. Peut-on mobiliser juridiquement les actifs russes, les actifs financiers russes gelés de la Banque centrale russe à l'extérieur pour financer, le moment venu, la reconstruction de l'Ukraine? Là encore, vous voyez, on est dans le concret. Le français n'est pas la langue maternelle d'Elena, et donc, comme Alexandra ce matin, beaucoup d'hésitations. Nous vous pardonnerons l'emploi de certains termes techniques anglo-américains. Merci, Elena, de votre présence. Merci beaucoup, Michel, de m'avoir invité et intégré ces sujets plus techniques, géopolitiques aussi, et anglophones en plus. Donc, comme membre de l'Union européenne, la France et la Grèce ont un trait majeur à ce qu'une agression non provoquée contre un pays voisin ne se reproduisait plus jamais sur le continent européen. Dans le cas de l'Ukraine, la question est de savoir comment amener la Russie à cesser sa guerre d'agression sans risquer une escalade militaire. L'Union européenne et ses alliés ont utilisé un plan d'armes économiques, y compris le gel d'actifs financiers de la Fédération de Russie et de la Banque centrale russe détenue en Europe. Mais la guerre continue et le coût de la reconstruction de l'Ukraine s'accroît tous les jours. La question est aujourd'hui de savoir s'il est techniquement préférable de maintenir ces actifs gelés ou bien les confisquer pour contribuer à l'épuration des dommages de guerre. Et, now I will continue with English if possible, in the interest of time. Approximately 300 billion of financial assets owned by the Russian Federation and the Russian Central Bank have been frozen outside Russia following the invasion of Ukraine last year. A significant portion of frozen funds are held in Europe, principally France, Germany, the United Kingdom, also Greece. Only about 8.5% of frozen assets are held in the United States. The ultimate fate of these assets is a political question, it's a legal question, and many would argue is a moral question. This debate is being conducted against the backdrop of the eventual need to reconstruct Ukraine and deal with the humanitarian cost of the invasion once the hostilities cease. Estimates of that cost vary wildly, from 100 billion to 1 trillion, and it's going. Moreover, without knowing when the hostilities will end and how much damage will be inflicted on Ukrainian infrastructure before it does end, no one could really have an accurate idea of the eventual cost of the reconstruction. When we get to that point, of course, the obvious question will be the source of the funds needed for that reconstruction.
almost certainly the lion's share, and it has to be fragmented by definition, the lion's share money will come from the official sources, both multilateral and bilateral. Some portion of them will come from commercial sources, but that's impossible to estimate at this stage what the terms of the lending might be. So much of the controversy around the subject has focused on whether it is tactically advantageous and legally permissible to confiscate the frozen Russian assets and to use them to defray some of the costs of the reconstruction. So there are two tactical questions into consideration. First, is it better to leave the assets frozen in the hope that the prospect of their return to Russia will act as an inducement for Russia to withdraw the invasion? Second, would outright confiscation of the asset in this situation dissuade other countries from holding financial assets in the jurisdiction that have Russian frozen assets at the time? The legal question, however, is whether it is permissible under both public international law and domestic commercial law of each country, not just commercial, but general law of each country in which the assets are located, to confiscate, not just freeze, but confiscate the financial assets of a foreign state. Several alternatives have been discussed in the past years. I'll briefly mention them. One, leave the asset frozen. This alternative appears to assume that the prospect of recovering these assets may induce Mr. Putin to end the war more quickly than otherwise would. This simplifies the legal situation because the countries that have frozen the funds appear to have satisfied themselves legally and have legal authority to do so. This is certainly the case in the United States. Second, the milk cow alternative. Under that approach, that it seems to have garnered significant support in Europe, the Russian frozen assets will be held in some sort of an escrow account or a fund, with the investment earnings on that account being used over time to defray some of the more urgent necessary costs in Ukraine. This, as argument goes, avoids the legal uncertainties and complication that would attain an outright confiscation because the assets themselves belong to the Russian Federation, while the interest, well, it arguably also belongs to Russian Federation, but then it could be, the assets will never be confiscated. And will be, but the cow will stay with Russia while the milk will be used for reconstruction. Third, what I call the gyro sandwich approach. Under this approach, the frozen assets will be held in place, much like a slab of meat held on a split in a Greek restaurant, with pieces of assets sliced to settle court judgments of private litigants, or potentially Ukraine, to settle the arbitration and legal awards by these litigants against Russian Federation. And the fourth is a more dramatic one that's been considered. Its action will be to confiscate the funds outright and direct them to a supervised United Nations or International Monetary Fund, in according with the rules of each organization. In this way, the funds will be offset some of the portion of the money that the official sector will eventually have to commit to the reconstruction. That official money, as we all know, will come from taxpayers. So there is an interest there to kind of supplement some of the portion of it and use it now, because the European taxpayers will pay the official cost of the official lending to Ukraine when the reconstruction comes. Here's my briefly assessment of the alternatives. I'm not persuading that the prospect of recovering this money has or ever will have any significant effect on Mr. Putin's decision about when to end the invasion. Leaving the asset frozen thus serves no tactical purpose at this stage, and it actually keeps it in limbo. The milk cow alternative would take many decades to generate sufficient investment earnings,
significantly to offset the cost of Ukraine's reconstruction. It's complex, this approach is complex, it's difficult to implement legally and politically. And during the entire period, and that's important, the legal title to the frozen assets would remain in the name of the Russian Federation and the Russian Central Bank. Russia can be expected to use every tool available, diplomatic, legal, and political, to recover the cow long before she can produce any milk. The gyro sandwich approach may avoid legal complexities in certain jurisdictions, but it will not assist in the economic reconstruction of Ukraine unless and until the government of Ukraine itself can obtain a legal judgment or arbitral award against Russia. It is very difficult to see how Ukraine could seek such a judicial redress in current circumstances, but it's possible. However, the gyro sandwich approach might help the private litigants to offer an alternative for direct financing of Ukraine reconstruction, but that is also a complex question, which leaves the option of outright confiscation. I would have thought that the jurisdiction that now hold the funds could consider passing whatever domestic legislation may be needed to authorize an outright confiscation. This idea has been also discussed. Moreover, there is a benefit to doing it now until the negotiations of hopefully war settlement begin soon. So my view on this matter is influenced by a number of considerations, but in the interest of time, I will say that there is legal ground for this. It is a universal legal principle that those who inflict damage on innocent parties should be responsible for recompensating the injured, and there are precedents for that. And I will stop here, and I will take any questions. And je vous remercie pour votre attention et réaction. Oui, merci. C'est un sujet extrêmement compliqué. Je crois que si vous êtes d'accord, il faudra qu'on fasse circuler votre papier. Et de toute façon, ça sera négocié en anglais, donc on a fait une petite exception. Mais ça me fait penser, les questions juridiques sont très importantes. C'est aussi une question de souveraineté et de validité des décisions. Alors, moi, j'ai conduit avec des magistrats français, Joseph le connaît, Antoine Garapeau, une réflexion comparable sur le tribunal pénal international. Et vous avez vu que il y a des obstacles juridiques, mais il y a des éléments de volonté politique. Les juristes ne manquent pas d'imagination. Et finalement, la Cour pénale internationale de La Haye, à laquelle l'Ukraine et la Russie ne sont pas parties prenantes, y compris l'Ukraine, parce que les militaires ne veulent pas, comme les Américains du reste, ont réussi à se saisir d'une question très particulière qui est celle de l'enlèvement et de la déportation des enfants ukrainiens. Vous voyez, donc, la complexité que vous décrivez, moi ça me dépasse ce que vous racontez, mais je ne suis pas juriste, mais il faut qu'on l'accepte. Mais c'est vrai que la volonté politique, ça n'est pas l'arbitraire, c'est d'encourager les juges à faire preuve d'imagination. Hein, je ne sais pas si tu es d'accord, Joseph, avec ça. Alors, je m'arrête parce que maintenant, nous avons le grand honneur de vous écouter. Le grand honneur, je ne sais pas d'ailleurs si on a eu raison de vous inviter, parce que je ne sais pas ce que vous allez nous dire. Ces Français ne comprennent rien à la Grèce, et l'Europe, ils comprennent plus grand-chose, mais ils sont eurogaullistes, donc la cause est perdue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je commence par vous indiquer que moi j'appartiens aussi à la petite partie ici de gens qui sont bilingues ou trilingues, mais en tout cas le français n'est pas ma langue étrangère la plus forte, mais je me réjouis de l'occasion de le faire, et je voudrais aussi vous offrir mes appréciations, à Georges aussi, pour l'invitation et la possibilité de vous adresser. Et même de m'efforcer de pratiquer mon français, que je n'ai pas fait depuis une décennie à peu près. Et ces grandes choses que je voudrais dire, c'est je voudrais essayer de faire une synthèse
Je suis désolé, j'avais un problème technique pendant le temps que vous parliez, dont je n'ai pas pu tout comprendre, mais j'espère que je pourrai intégrer dans mes remarques ce que vous avez dit. Et troisièmement, pour vous amuser un peu, si je parlais de la Grèce, la France, moi j'ai le grand avantage d'avoir vécu en France pour une décennie. Et donc, à ce moment-là, je dispose d'un permis de conduire français. C'est rassurant. Ayant écarté mon permis de conduire américain que j'avais pendant tout le temps que j'étais là, mais au moment où je suis devenu plutôt médiateur national de la Grèce, j'ai cru que ce serait un peu politiquement sensible de continuer d'un pas à avoir un permis de conduire grec. Heureusement, je peux obtenir le français qui est permanent. Chose importante. Donc, pour être sérieux, écoutez, moi, je voudrais m'associer avec une vision en essayant de répondre à la question est-ce que l'Union européenne est encore pertinente? C'est ça la chose qui m'intéresse. Et ma réponse est absolument oui. Mais comment construire la pertinence? Évidemment, si on entre dans le sujet, le champ tout à fait stratégique, du point de vue militaire, la Villarella, évidemment, l'Europe n'est pas une énorme entité à l'échelle mondiale à ce sujet-là. Alors, comment, disons, arriver à un point où l'Europe peut faire face aux grands défis du présent et de l'avenir en utilisant le point fort de ce que représente l'Union européenne actuellement. Et là, j'essaie de répondre à plusieurs points qui ont été faits. Je voudrais dire que, en parlant, vous avez envisagé un dualisme, parlant des optimistes et des pessimistes, ou de cette partie de l'opinion française qui a beaucoup de doutes sur cette capacité, et d'autres qui est beaucoup plus important, plus optimiste. C'est la fameuse question du verre qui est plein, demi-plein, demi-vide. Et moi, j'appartiens au demi-plein et pas au demi-vide. J'ai beaucoup écrit en grec et en anglais sur la question du dualisme. Et je trouve qu'on doit confronter la question de la pertinence de l'Union européenne par cette perspective, la perspective de comment faire utiliser les grands assets de l'Union européenne, alors à tout. Merci, Georges me connaît. Et comment le faire? Là, je m'associe beaucoup avec votre analyse. Je crois que c'était énormément important, comme point de départ pour l'avenir, de réfléchir sur le fait que, en tant que partie disons, du monde plus avancé ou augmenté, mais en tant que partie, l'Europe est une partie du monde qui est en train de vieillir, et où nous avons un problème démographique important, qui a des implications très importantes à long terme. Donc, pour sauter à la fin de cet argument, je suis tout à fait d'accord avec vous que, puisque nous avons un problème d'une baisse démographique, une baisse de population, la chose la plus rationnelle serait de produire une politique
général qui n'est pas facile de promouvoir l'importation, de promouvoir l'intégration, de promouvoir l'immigration en tant qu'outil de politique de l'Union européenne en général. Ce n'est pas facile parce qu'évidemment, il y a les Orban et les Kaczynski, et voilà, et ils ne sont pas seuls. Mais il me paraît que c'est inévitable comme disait que c'est une abréviation américaine, TINA, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative sur cela. Et quand on accepte ça, on commence à produire des politiques qui sont adaptées à cette logique. Alors, une conclusion pour moi en ce qui concerne la pertinence de l'Union européenne, c'est d'accepter le fait qu'il faudrait produire des outils qui sont capables à promouvoir une telle vision, une telle politique. Un argument à part qui se lie avec la relation entre la Grèce et la France. Historiquement, la Grèce a suivi dans sa construction, et surtout sur sa construction administrative, moins que politique, mais administrative, le modèle français. Et c'est tout à fait le cas, malgré l'influence allemande des origines pendant l'époque ottonienne, du roi Otto. Mais c'est important de souligner aussi l'influence de la France sur le système d'enseignement grec qui a copié beaucoup de structures et de la pensée française, surtout après la grande législation de 1903-1904. Voilà. Alors, pendant les années 30, il y a eu l'apparition d'un livre en anglais dont le titre était « La tyranny of Greece over Germany ». The Tyranny of Greece over Germany. C'était pendant l'époque nazie, c'était une question évidemment très politique, mais la pertinence de cette observation, c'est que moi je trouve qu'il y a aussi une tyrannie, pas malveillante évidemment, une influence profonde de la France sur l'évolution de la Grèce, qu'on peut essayer de nouveau profiter pour promouvoir des politiques convergentes. Chose importante ici, à part la question de la démographie plutôt. La Grèce, pendant toute son histoire moderne, jusqu'à 1989, et la chute du mur, était un pays, parenthèse, en grec, en langue grecque, nous n'arrivons pas à faire différencier entre immigration et émigration. Nous avons uniquement le terme migration. Ça, ce n'est pas accidentel. C'est parce que la Grèce, en tant que société, était une société qui exportait toujours. Et c'est à partir de 1991, disons, après la chute du communisme, qu'il y a eu un grand renversement avec l'afflux des Albanais qui commencent à venir en Grèce. Et pour le moment, au niveau linguistique, nous n'avons pas encore pu inventer un terme pour faire la différenciation entre exportation, immigration, etc. Chose qui veut dire que dans la culture grecque et la culture politique grecque, on n'a jamais arrivé au moment où on pourrait intégrer dans la pensée et même la culture politique la notion d'importation.
cette expérience grecque pourrait être importante quand on envisage comment confronter l'avenir démographique de l'Union européenne, étant donné que le problème de la baisse de la baisse démographique des populations demeure toujours importante. Comment confronter? Moi, j'étudie la politique depuis longtemps et je me spécialise surtout sur la démocratie libérale en ce qui me concerne, mais évidemment, je dois accepter le fait qu'il y a beaucoup de variations sur cela. Et actuellement maintenant, nous avons aussi le problème de illibéralisme. Moi, je trouve que les grands atouts de l'Union européenne doivent continuer à être cette culture qui a produit un très fort état de droit en tant que principe d'intégration et principe du gouvernement au niveau européen. Je demeure là-bas parce qu'évidemment, il y a de grandes variations parmi les États membres, chose qui complique énormément le problème de confronter ce que vous avez dit, madame, comment confronter avec 27 pays, unanimité et tout cela, ça devient énormément difficile. Mais au niveau européen, je trouve qu'il faudrait se cibler sur les possibilités qu'offre l'existence d'un expériment énormément rare à l'histoire mondiale, chose qui est de conception française, après tout, monnaie, etc., l'Union européenne. Alors, point fort, comment amplifier la capacité de l'Union européenne d'exporter et d'ajouter la valeur de la question de la démocratie libérale et aussi, évidemment, parce que le libéral implique par définition l'état de droit. Par définition. Alors, en envisageant le futur et la capacité de l'Union européenne d'influencer, disons, son avenir sur l'espace du continent, on doit insister sur cela. Deuxièmement, ça implique aussi, vous l'avez déjà évoqué, et la fameuse question, le dialogue entre l'élargissement et l'approfondissement. Et là, moi, j'appartiens à cette partie des analystes qui, franchement, croient qu'on ne peut faire autre que avancer avec ce qu'on appelle l'intégration différenciée. Alors, on ne peut pas insister uniquement au principe de la unanimité pour faire face à des problèmes qui sont énormément difficiles à résoudre. Par contre, si on adopte une approche d'intégration différenciée qui permettrait à ceux qui veulent avancer dans différents fronts, le résultat cumulatif à la long terme serait, ça vaudrait la peine de le faire, et ça donnait aussi la possibilité à l'Union européenne de se sentir et d'être objectivement pertinente à la réponse à votre question de pertinence. Donc, intégration différenciée, changement, pas nécessairement des traités, parce qu'on peut essayer de faire des arrangements qui permettraient aux gens qui voudraient, aux pays membres qui voudraient avancer et dans quelques champs. Évidemment, il y aura des champs où on devra confronter la question de l'unanimité
Et ça, c'est un très grand, front très difficile à franchir. Alors, pour ce qui concerne la question dont vous avez traité, moi je ne suis pas tout à fait spécialiste sur cela, mais je trouve qu'il y aurait des énormes problèmes politiques pour avancer un agenda qui permettrait à l'Union européenne la souveraineté. Là, il y a la question d'unanimité, de saisir les fonds. Vous avez déjà évoqué ça, c'est pas ce que je dis, pas quelque chose d'important ou de nouveau, mais en tout cas, c'est ça, ma réflexion sur cela, ça serait un point très aigu pour faire ça. Et je me demande si ça vaut la peine, si ça pourrait augmenter les autres difficultés que doit faire face l'Union européenne en essayant de demeurer pertinente. Chose finale, l'Union européenne doit admettre que son influence à l'échelle mondiale a diminué et va continuer au niveau, disons, stratégique à être le cas. Donc, pour moi, le but stratégique, c'est d'essayer de transférer le centre d'intérêt de l'Union européenne vers le point fort qui constitue toujours son tradition, son culture politique qui essaye de promouvoir le consensus et le compromis dans l'évolution de la politique, chose entre parenthèses que mon pays propre manque très profondément. En langue grecque, le mot compromis a un sens péjoratif. Et si on est un vrai homme, on ne fait pas de compromis. Et mes excuses aux dames. Alors, la question là-bas, c'est comment promouvoir et approfondir cette grande tradition politique de l'Union européenne sur l'importance de compromettre et de promouvoir du consensus, chose qui implique évidemment de promouvoir aussi cette version de la démocratie que nous appelons libérale, et pas illibérale ou autre chose. Mon point très final. C'est une chose de parler de la démocratie, autre chose de parler de la démocratie libérale. Il y a de la démocratie en Hongrie, il y a de la démocratie en Pologne. Mais ça veut dire c'est un régime électoral. L'existence d'un régime électoral qui permet d'avoir des majorités de temps en temps ne se traduit pas à un ensemble institutionnel avec des garanties sur le droit de l'homme et l'état de droit. Et ça, je crois, devrait être le but de l'Union européenne afin qu'elle demeure d'être pertinente. Merci. Il nous reste quelques minutes pour conclure. Ça sera vraiment rapide, rassurez-vous. Georges Prévelakis, au début de ce séminaire de 4 tables rondes, a insisté sur le changement d'époque. Changement d'époque, ça veut dire changement de logiciel. Changer nos catégories de réflexion. Et Madame Inoua Fontouli nous a parlé de cet accord stratégique franco-grec au plus haut niveau, en disant qu'il n'y a pas eu de débat
en amont ou en aval. Et elle nous invitait à établir, je la cite, d'autres niveaux de débat que celui des chefs d'État et des gouvernements. Je pense que, très modestement, nous avons, ce matin, fait vivre un niveau de débat qui ressemble aux discussions informelles. En français, on dit le track two. Hein. Les discussions informelles, c'est très, très utile. L'autre point qui a été évoqué à plusieurs reprises par les uns et les autres, c'est qu'il faut l'horizon, sortir du présentisme. C'est moi qui le dis, mais c'est un spécialiste de la pensée grecque français, François Hartog, qui a insisté sur la tyrannie du présentisme et la nécessité pour nous d'avoir des horizons. C'est l'horizon des investisseurs, c'est 15 ans maintenant. Dans la transition énergétique, c'est au moins 15 ans pour investir. Mais c'est vrai pour la pensée géopolitique. Donc, penser l'avenir. On a insisté, c'est l'esprit des centres d'analyse et de prévision. Il y en a en France, il y en a en Grèce, depuis une vingtaine d'années en Grèce. Et dans ce qu'on doit regarder, et pour ça que la dimension juridique est importante, le droit politique, c'est les institutions. Jean Monnet disait que les institutions étaient essentielles parce qu'elles étaient plus durables que les hommes. Mitterrand m'a dit la même chose en 1994. Les institutions. Donc c'est l'état de droit au sens de la vie collective dans un système interétatique. Il y a l'autre idée qui émerge, c'est qu'on est plus fort dans certains domaines si on travaille en coopération, si on s'écoute. Puis le troisième point, Forum économique de Delphes, sans mauvais jeu de mots, l'économie n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie publique et de la vie collective. Il y a d'autres éléments, on a vu le droit, la démographie, qui n'est pas assez prise en compte, ou alors uniquement avec des stéréotypes, et merci Hervé d'avoir un peu bousculé tout ça avec des éléments nouveaux qui ont surpris tout le monde. Merci de nous dire qu'en Grèce, on n'emploie pas les mêmes mots qu'en France sur ces questions-là. Tout ça, c'est très important, le rôle de la langue, bien sûr la géopolitique et la religion, le rôle du religieux. À Abu Dhabi, j'y étais, le patriarche était là, et puis le métropolite Emmanuel. Je lui ai dit, bon, la Russie, parce qu'après tout, on a toujours dit, à Strasbourg, on a cité beaucoup Strasbourg, il y a eu des canaux de réconciliation franco-allemande à travers le dialogue interreligieux, qui continue entre catholiques français et allemands, entre catholiques et protestants français et allemands. Je demande au métropolite, est-ce que vous avez tenté de quelque chose? Il y a eu une réunion à Chypre. Il m'a dit, je cite, à Moscou, ils font la sourde oreille. Ils font la sourde oreille. Donc, il arrive en effet que les religions ne servent pas de canaux de communication. C'est pas, il ne faut pas attendre des miracles. Et puis, j'aime beaucoup ce que vous dites sur la démocratie, pour une autre raison, c'est que le mot démocratie aujourd'hui, il est employé à Moscou, le concept de Souslov de démocratie souveraine, il est employé à Pékin en expliquant que le régime actuel est un régime plus démocratique que le nôtre. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une espèce d'entrisme, d'infiltration des institutions internationales créées en gros par les Occidentaux à partir de 1945, y compris des tentatives sémantiques. Enfin, il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi le bouleversement sémantique. Et moi, le risque que je vois actuellement, c'est qu'on vous réponde à Pékin ou à Moscou, mais monsieur, nous aussi, nous sommes en démocratie. La vraie démocratie est chez nous. Et on voit très bien dans les instances internationales aujourd'hui des tentatives, on l'a vu récemment avec la présence du ministre russe, président du Conseil de sécurité, et nous donnons des leçons sur le respect de la Charte des Nations Unies. C'est quand même extraordinaire. Donc le risque que nous courons aujourd'hui, c'est que nos propres concepts fondateurs, et je vous remercie d'avoir conclu là-dessus, c'est fondamental, soient à leur tour subvertis par la propagande et les réseaux sociaux. Voilà. Donc je conclus sur ce point qui est ni négatif ni positif, c'est à demi-verre en attendant l'apéritif. Merci de votre présence.